Hello! Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'esthétique coquette. C'est une culture de niche internet qui a pris beaucoup d'ampleur récemment sur les réseaux sociaux et qui a notamment eu du succès auprès des jeunes filles. Truc de Lolita là. Le style coquette est une esthétique ultra féminine, soignée et en un seul mot, délicate. On la connaît aujourd'hui surtout sur Pinterest et TikTok, bien que le mouvement ait pris ses racines sur d'autres plateformes. Si vous ne connaissez rien de ce mouvement, alors on va tout découvrir ensemble. Et si jamais vous avez déjà vu parce que moi je sais pas d'où ça vient, c'est vrai ça, d'où ça vient. Des images ou des TikTok, ou que c'est même déjà à l'heure actuelle une source d'inspiration pour vous, oubliez tout ce que vous savez, car vous allez être surpris. C'est pas les tradwives. Non. C'est plus le truc un peu mode coréenne par exemple. Le côté un peu genre femme gentille. Soft girl en fait, ça veut dire ça, la fille douce. Soft girl, ça veut dire fille douce. C'est genre la fille un peu douce, un peu bête, mais un peu clever, quoi. C'est un peu là. C'est un peu le style de la Hermione Granger de Corée. Vous voyez ce que je veux dire un peu? C'est la meuf un peu gentille, un peu intelligente. Et en même temps, voilà, quoi. C'est la meuf à marier un petit peu, même, des fois. Mais encore enfant, un petit peu, tu vois. Je répète souvent dans mes vidéos. Un peu Disney Core. Bah oui, en fait, le côté un peu grinçant de cette esthétique, c'est de se poser la question du edge play, en quelque sorte, que ça suppose, quoi. Mais je préfère réitérer. Je n'ai pas la science. J'ai l'impression que c'est un peu époque victorienne core. Bah, pas que. En fait, c'est la jonction d'une esthétique enfantine, d'une esthétique coréenne, d'une esthétique un peu fairy-core. Fairy-core, c'est tout ce qui est fée et tout ça. D'un truc un peu Barbie-core, bimbo-core, machin. Enfin, c'est une jonction, quoi. Mais sur un truc un peu enfantin, Lolita. Infuse. Je vous fais surtout part de mes observations. Oui, voilà, puérilisante un peu. Et de mes recherches. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou que vous souhaitez ajuster l'un de mes propos... Baby Solo joue pas un peu là-dessus des fois? Non, moi je dirais pas qu'elle a cette esthétique. Mais par contre, musicalement, oui, elle a une esthétique de ce type-là. Mais il y a plein de gens qui jouent là-dessus. Théodora, elle joue des fois aussi sur des trucs un peu comme ça. Enfin, c'est... Bien sûr. Même dans les zoomers qui font de l'hyper-pop, des trucs de drum and bass, ça revient très souvent ce genre de mood. Moi, je trouve que voilà, c'est un mood qu'il faut faire en conscience. L'espace commentaire est fait pour ça. Et le kitty core avec des seringues. Oui, il y a ça aussi. Oui. J'échangerai avec vous avec grand plaisir. Et sans plus attendre, on va déterminer ensemble ce qu'est exactement l'esthétique coquette. En fait, des fois, moi, ce qui me questionne sur cette esthétique, c'est que c'est vraiment une esthétique de proie. Mais après, tu peux l'assumer en tant que telle. Justement, des meufs féministes en pleine conscience qui s'habillent comme ça, je trouve ça intéressant. Là, le terme coquette vient du français coquette. Oui, pour une fois, l'influence est principalement française. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le mot coquette a différents sens. C'est un terme qui peut désigner une personne qui est soucieuse de son apparence et qui porte une attention minutieuse à ses manières, ses vêtements, sa coiffure, etc. Coquette peut aussi se dire d'une femme qui cherche à plaire aux hommes par le biais de son apparence. Dans cette seconde définition, le terme était utilisé de manière péjorative et méprisante. On pourrait même dire que c'est un terme... en mode, c'est des chieuses, elles passent leur temps à se regarder dans la glace. ...qui a une connotation un peu misogyne. Par exemple, au théâtre, la coquette, c'est un rôle type à part entière. Molière lui-même expliquera ce qu'est une coquette, qui serait une de ces femmes qui, pourvu qu'elle ne fasse point l'amour, croit que tout le reste leur est permis. Ok. Donc le rôle de coquette, ça désignait une femme qui se plaît à séduire, mais qui se retire dès que l'autre est intéressé. Ah. Il y a cette idée que c'est une femme manipulatrice qui use de ses charmes. Oui, ou alors c'est une femme qui finit par dire non quand on l'a draguée lourdement et que voilà, on peut inverser le truc. Exemple célèbre, on a Elmire dans Tartuffe, ou alors Célimène dans Le Misanthrope. On se fait rapidement une image de la femme coquette, comme elle a été définie par la langue... Une allumeuse, une michto. Mais non, bah après peut-être que c'est le sens que ça prend. Mais par rapport à l'esthétique qu'on a plus actuellement, moi je dirais que c'est plus une indécise. C'est un peu plus cette esthétique de l'adolescente qui découvre ce qu'est l'amour et la sexualité. Du coup, elle se lance et après elle recule en mode « Ah non, j'ai un peu peur, non. » En fait, c'est tout un jeu là-dessus aussi. Française au fil des siècles. Mais en un jeu de bottom. Vu de 21e siècle, qu'est-ce que ça signifie d'être coquette? Le terme coquette, comme on le connaît aujourd'hui, se popularise notamment sur TikTok. Il désigne une esthétique qui se décline en décoration d'intérieur, en style vestimentaire... Un peu le bail de se faire désirer, bah oui. ...ainsi qu'en lifestyle.
Les intérieurs sont ultra féminins, avec des touches de vintage et de maximalisme. Il y a beaucoup de motifs fleuris, des miroirs ornementés, souvent en forme de cœur, avec des éléments décoratifs comme les bougies, les nœuds et les bijoux. Dans les couleurs, on a principalement du blanc. Mais non, c'est pas tradwife. Et Là, des... c'est pas les gens, c'est pas tradwife. C'est la fille de la tradwife. C'est ça que vous comprenez pas. C'est la jeune fille, c'est l'adolescente d'une famille traditionnelle. couleurs pâles sur des tons chauds. Souvent, il y a des touches d'or dans la décoration ou dans les petits détails. On retrouve un mélange de pas mal d'époques, dont l'inspiration vint du XVIIIe au XXe siècle, avec des éléments rococo, victoriens ou romantiques. Donc niveau C'est méga cringe. Vous avez dit, ils sont très différents. En vrai, moi, ça me dérange pas. Je trouve ça stylé. vintage, c'est un gros boulga. Jusque-là, en tout cas. Pour ce qui est des vêtements, on est dans un style qui rappelle la jeunesse, Ouais, trad et fiancé. plus particulièrement la jeune fille vintage. On porte principalement des robes courtes et près du corps. Oui, justement, cette esthétique en mode goth, je la trouve stylée. L'alliance des deux, en général, elle est bien. Dont certaines ont la forme d'une nuisette. On porte des cardigans, des manches ballons ou des manches bouffantes. Pour ce qui est des chaussures, on est souvent sur des Mary Janes ou des mocassins. Pour la décoration du vêtement, on a beaucoup de froufrous et de rubans, et on retrouve souvent des motifs figuratifs, comme les cœurs, les pois, les fruits, etc. Ce qu'on verra le plus souvent, ce sont des motifs floraux. Mais on n'est pas sur des motifs avec des grandes fleurs qui prennent toute la place. Là, on est sur des petites fleurs espacées les unes des autres. Les matières sont de préférence délicates, avec une prédominance pour la dentelle ou le satin. Les couleurs sont pâles et enfantines. On trouve principalement des teintes blanches ou crème, avec du rose ou du bleu pastel. J'ai toujours vu les filles habillées comme ça comme étant racistes. Ah ouais? Là où dans la décoration d'intérieur on est sur quelque chose de maximaliste, le style vestimentaire invite plutôt à la parcimonie. Par exemple, les accessoires et les bijoux sont impératifs, mais en petite quantité. Il y a très peu d'accumulation ou même d'overlying dans un but de raffinement. Moi, à la limite, je les vois fétichistes surtout, quoi. De la même manière, on se maquille très peu, ou à la rigueur, on part sur un teint clean avec des joues un peu roses. En effet, on mise moins sur le visage que sur la coupe de cheveux. Parce que précisément dans cette esthétique un peu mignonne, un peu botomisante, bah à l'inverse, il peut y avoir des fétichismes pour l'inverse, quoi. C'est-à-dire ce qui vient botomiser des meufs avec une telle esthétique. Et donc dans l'imaginaire un peu fétichisant, bah des mecs noirs bien membrés. De préférence, les cheveux sont lisses ou alors à boucles larges, avec des tresses ou des couettes. En accessoires, on utilise des rubans, des nœuds et même parfois des fleurs. Ce que je viens de décrire, c'est la coquette, on va dire, classique. Mais le terme coquette est en fait un terme parapluie qui regroupe tout un tas de sous-genres. Encore une fois, la création de ces sous-genres... Mais en fait, pour en revenir presque à Baby Solo, c'est aussi ce truc-là. C'est-à-dire que Baby Solo, dans sa musique, elle utilise cette esthétique un petit peu, pas dans son style en soi, dans l'image qu'elle renvoie, mais en fait, c'est pour ça que des fois, je me pose des questions sur Baby Solo. C'est ce truc de la petite chose gentille qui vient se faire salir par le mec de quartier. En fait, il y a ça. Et en même temps, voilà, elle a la vie qu'elle a et c'est la vie de certaines meufs, mais il y a enfin, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, je me pose des questions sur ce rapport-là. Et en même temps, c'est tout. C'est un rapport sexuel, c'est un rapport séducteur qui peut se faire comprendre. Hein. Le genre est à l'initiative d'utilisateurs TikTok qui créent de nouvelles esthétiques pour l'adapter à soi ou à son mode de vie. On a par exemple le Gloomy Coquette qui met en avant une dimension mélancolique dans l'esthétique coquette. On a aussi le Vintage Americana qui est l'un des sous-genres les plus importants. Oui, voilà, moi j'ai plus l'impression que c'est un truc de ricain. Bon, l'esthétique se limite à des bouteilles de... Les meufs noires sont très mal reçues dans les forums coquettes US. En France, peut-être cette thématique racaille coquette peut exister. Bah moi, je pense que le truc racaille coquette, bien sûr qu'il peut exister. Bien sûr. Coca et à des lunettes de soleil en cœur, mais on y reviendra. Je vous rassure, on va pas s'amuser à énumérer tous les sous-genres qui existent, ce serait carrément indigeste. Et puis la plupart d'entre elles sont juste des tableaux Pinterest, et pas des mouvements à part entière. En plus, ça me fascine un peu qu'il y ait autant de meufs, que les meufs noires soient pas acceptées, parce que des fois j'ai l'impression qu'il y a plein de meufs noires qui partent dans des esthétiques comme ça des fois. Alors peut-être je force, il y en a pas tant que ça, mais j'en vois quoi. C'est pas anodin. On pourrait aussi faire la remarque que le coquette ressemble beaucoup au féricore. En effet, on retrouve des éléments similaires, oui, voilà, comme par exemple les manches bouffantes, les couleurs claires et les motifs naturels. Oui. Mais il y a une distinction très nette à faire entre les deux. Le féricore prône un côté naturel, proche de la nature et de ses éléments, alors que chez la coquette,
c'est tout l'inverse. Chez la coquette, il y a un côté Oui, distingué c'est très consommateur, c'est très on vit en maison. et bien élevé, Oui. qui fait que elle irait pas se rouler dans la boue. Surtout, les deux esthétiques ne représentent pas la même catégorie sociale. D'un côté, on a le fairycore qui est un dérivé un peu magique du cottagecore, et les deux représentent un quotidien simple et modeste. Alors que chez la coquette, on est clairement sur un statut social plus élevé qui représente la prospérité et l'aisance financière. Oui, un imaginaire colonial de la femme aussi. J'avoue que j'étais assez surprise car j'ai trouvé aucune C'est très États-Unis du Sud un peu des fois. source qui faisait un lien entre la coquette et le old money, et pourtant, perso, ça m'a sauté aux yeux. Derrière cette esthétique de petite fille vintage, on a surtout un engouement pour la bourgeoisie, voire la fortune. Et la classe Et c'est sociale. pour ça, moi je suis pas insensible des fois à ces esthétiques-là. C'est juste que j'estime que c'est stylé quand tu le fais avec des éléments un peu punk, justement. Tu crées une dissension entre les deux. Genre là, même récemment, j'ai acheté une robe qui est vraiment dans ce truc-là. ContraPoint. Ouais, non, ContraPoint, c'est plus baroque. Funky, why not en vrai? Bah, regardez, attendez. Genre, même là, récemment, c'était mardi, justement, avant d'aller voir le film, j'ai acheté ça. Attendez. J'ai acheté ça, une robe comme ça. Regarde, elle est à l'envers. Robe comme ça, hop. Avec les écoles, ça se porte genre tac, comme ça tombe ici. Mais tu mets ça avec des collants troués et des grosses plateformes, c'est stylé un peu. Justement, je sais pas, moi je suis pas insensible à ça, c'est sympa, mais faut doser quoi. Faut l'associer à plein d'autres choses. Visée est très spécifiquement old money. Pour ceux qui ne savent pas ou pas trop ce qu'est le old money, on va faire un très bref point dessus. Déjà, c'est un phénomène sociologique observé aux États-Unis. Et c'est un terme Tim Burton Core quand même. Bah oui, mais moi j'aime bien l'esthétique Tim Burton Core un petit peu, j'aime bien. qui permet de définir différentes classes sociales chez les personnes les plus fortunées. Il divise les plus riches en deux catégories. D'un côté, les old money, donc vieille fortune, et de l'autre les new money, donc nouvelle monnaie, nouvel argent, Nouveau riche. les nouveaux riches. Les fortunes new money désignent une catégorie de personnes qui viennent d'un milieu socio-économique assez bas et qui ont fini L'opulence. Ça me fait penser à la vidéo d'opulence de ContraPoint. par devenir riches. Les new money, ils exhibent leur argent au travers de voitures, de vêtements ou de maisons. Ils sont bling bling en fait. Et de l'autre côté, les old money, ils trouvent que c'est carrément vulgaire de montrer son argent comme ça. Oui. Parce que les old money, ça fait des générations qu'ils sont pétés de thunes. Ce sont tous des héritiers de grandes familles fortunées. Oui, donc du coup, ils ont des stratégies. Comment elle dit ContraPoint? Des stratégies de. Pas de paix sociale, mais de se fondre dans l'espace social. Donc ils savent qu'ils n'ont rien à prouver à personne. Et pour cette raison, ils ne vont pas montrer de façon ostentatoire leur argent et font l'éloge de la sobriété et de la Dany Eras versus Cassandre. Bah, en vrai, un peu, hein. noblesse. Et sur TikTok, Après, le Cassandre, il s'habille bien, hein. old money, c'est carrément devenu une esthétique. Donc du côté Ils ont peur qu'on les trouve. Non, parce qu'il faut qu'ils soient distingués dans leurs espaces, mais en même temps, il faut que ça reste... Oui. C'est des aristos, les old money. Non, parce que c'est pas non plus un style aristo, enfin, je sais pas. de la population, du peuple, de la plèbe, on va dire, certains vont s'inspirer de leur style vestimentaire et les recopier pour se donner l'impression d'être un riche héritier. Et il y en a qui ne vont pas s'en cacher, ils veulent seulement avoir l'air riche. Quand on observe l'esthétique coquette, on est face à un schéma similaire. Les photos de référence, les tableaux ou les inspirations vintage sont issus d'une forme de Ouais, ça fortune. coûte cher, tous ces choses, ces trucs-là. Hein. Les utilisateurs qui s'imprègnent de l'esthétique coquette ne peuvent que effleurer ce rêve de la petite fille riche. Ils vont adopter un lifestyle qu'ils espèrent similaire, ils vont chercher en brocante des babioles d'époque,
Ou alors consommer sur Shein des vêtements qui ont l'air à la fois Putain de vêtements Chine de merde là. riches et vintage. Ah, Avec le mouvement coquette, on retrouve cette course t'as ton truc rococo, mais c'est tellement le truc gratte et tout là. à l'apparence. De la même façon, la plupart des inspirations du coquette viennent de mouvements qui témoignent d'une grande richesse, comme par exemple le rococo. C'est un mouvement esthétique qui apparaît en France au XVIIIe siècle à la cour de Louis XV. C'était un grand moment pour l'architecture, la peinture et la décoration d'intérieur qui prennent un virage à la fois frivole et richissime. Mais après, moi je suis désolé, là on parle d'une esthétique actuellement. Mais est-ce que c'est pas la même chose quand on voit nos grands-mères là avoir des services de tasses à la con avec des putains de trucs comme ça sur leur calendrier, sur leurs faux trucs? Eux aussi, ils ont été matrixés à leur époque par ce truc-là. Eux aussi, ils ont acheté ces choses-là, alors qu'ils étaient un peu prolos. Oui, les sugar grannies, bah oui, mais c'est pas forcément qu'elles sont riches en plus. Mais le kitsch, c'est un truc de vieux aussi, ouais. On se retrouve avec des froufrous, des nœuds de partout, des coiffures alambiquées et des décorations ultra détaillées. Dans le coquette, on retrouve pas mal de ces éléments, surtout dans la décoration d'intérieur. On a aussi quelques influences dans les vêtements et les motifs parfois fantaisistes. Globalement, on peut même faire la remarque que le mouvement coquette est un peu obsédé par la France. Bien sûr, c'est une France qui est Ah ouais? fantasmée et américanisée, mais on peut retrouver du contenu faisant l'éloge de la parisienne vintage ou de la royauté française. Il y a par exemple un gros engouement autour de Marie-Antoinette qui a toute une communauté de fans. L'esthétique coquette n'est pas que dans la délicatesse et la féminité, il y a aussi cette volonté d'appartenir à une classe sociale privilégiée. C'est pour cette raison qu'on retrouve beaucoup de contenu tournant autour du luxe ou de la royauté. C'est d'ailleurs ce qui est le sujet de nombreux mèmes de la communauté, qui pour la plupart sont bien conscients de l'image qu'ils essayent de renvoyer. Et c'est aussi ce qui va pousser les personnes les moins privilégiées à fantasmer sur des relations avec des hommes plus vieux et plus riches. Ah, on y est. Jill and I stayed to watch football On est dans l'iceberg sombre là. In the Frigid Queen. What do you mean in the Frigid Queen? Maintenant que vous avez bien saisi tous les tenants et aboutissants du mouvement coquette, on va pouvoir se plonger dans son histoire Truc de jeune michto quoi. passée. Le mouvement n'est pas né sur TikTok au début des années 2020. En fait, il est légèrement plus âgé que ça, car il fait ses débuts sur Tumblr au début des années 2010. Seulement à ce moment-ci, ça avait un autre nom, celui de Nymphette. Le mouvement Nymphette, c'est une esthétique qui est menée par de très jeunes filles qui vont romantiser le début de leur sexualité. Voilà, putain, c'est exactement ce que je disais. Hein. Je précisais, putain, je call. Hein. Oui, non, l'esthétique, c'est pas la tradwife. C'est vraiment cette fascination pour les débuts de l'adolescence sexuelle, affective, où cette espèce de peur de se lancer, et en même temps tu te lances. Et c'est pour ça que je parlais du rapport un peu abîmé à la sexualité, à l'identité. Dans le sens où le mec, plus vieux, plus expérimenté, il va venir presque un peu salir et pervertir quelque chose chez la jeune fille. Et du coup, c'est un peu, même sexuellement, cette espèce de tension que cette esthétique, elle soulève, c'est un peu ça. C'est que ça attire le mec dans ses penchants de « Ah, je vais faire du sale avec un truc innocent. Avec une femme innocente et tout. » Le tuteur un peu, c'est giga pédo-patriarcal. Oui, et en même temps, ça peut être fait en pleine conscience. C'est ça qui est un peu paradoxal. Moi, je trouve... ça reste une esthétique. Ça dit pas tout des gens qui sont dans cette esthétique, mais ça soulève cette question, c'est sûr. Moi, je peux vous dire que... moi, je suis bien d'accord avec cette critique. Mais quand je vois, dans une backroom dégénérée, une meuf queer avec un style comme ça, attirer des mecs un peu daddy, moi, je me dis, oui, bon, je pense qu'elle est en pleine conscience de ce qu'elle fait, tu vois. Au bout d'un moment, c'est quand même des gens avec un recul sur ce qu'est le genre et tout ça. Des fois, ça peut être fait en pleine conscience, mais comme beaucoup de choses chez les queers, en fait. Dans ce cas-là, on interroge aussi le drag queen. Hein. Le drag queen, des fois, c'est très, très provoquant, on montre des formes, on montre des culs, on montre des machins. Et c'est fait en pleine conscience. C'est aussi un discours sur le genre derrière. Et en même temps, c'est libérateur, donc bon. Ça dépend comment tu t'appropries le truc, quoi. Justement, je pense que les meufs qui font un peu
qui ont ce style-là, mais un peu de façon alternative, genre comme des Théodora par exemple, bah moi je trouve que c'est réfléchi. Enfin, donc je dose un peu. Nymphette égale technopouf. Ah, il y a un peu de ça. En vrai, oui. Oui, parce que technopouf, c'est l'idéalisation de cette jeune adolescence qui découvre ses premières fêtes. Elle est bourrée, elle prend de la drogue alors qu'elle comprend pas. Du coup, elle est un peu dans ce truc de ouh, c'est la fête un peu. Ouh. Et il y a toujours ce truc dans le rapport aux hommes aussi. En mode, la technopouf, elle va se faire pécho par un mec qui vient souvent en soirée. Il va lui dire, ah bah je vais te montrer moi comment on fait la fête et tout. Enfin, on peut aller dans ce registre-là aussi. Mais même chose quand l'esthétique des années 2000, un peu U2K, ressort, avec toute l'esthétique du R&B. R&B qui est aussi lié des fois à ce fantasme de la jeune fille qui est là dans sa salle de bain. Elle a eu son premier ébat amoureux. Elle est en mode comme ça. C'est aussi cette esthétique-là de l'homme qui va venir salir quelque chose chez elle et tout ça. Enfin, là, on parle surtout des hétéros quand je dis ça. Après, ça existe aussi chez les gays et tout ça, mais bon. Mais surtout de relations qu'elle pourrait avoir avec des hommes beaucoup plus vieux. C'est une esthétique qui tourne autour de l'adolescente fatale, de comportements risqués, et parfois de l'emprise psychologique qu'elle pourrait subir d'un homme plus vieux. Avant de parler de la communauté nymphette et de son évolution jusqu'à aujourd'hui, on va d'abord parler de l'origine du terme. Oui, désolé, on va refaire un peu d'étymologie, mais on est obligé de passer par là. De coquette à full réac après 24 ans ? Ouais. J'ai l'impression que vous me parlez de... Comment elle s'appelle, là ? Putain. Celle qui s'est plaint de rase dans un bar, là. J'ai l'impression que c'était un peu ce genre de meuf. Comprendre à 100% le sens d'un mot. Donc, le terme nymphe vient du grec ancien, qui signifie jeune mariée, promise, ou qui désigne les parties génitales des jeunes filles. L'une des utilisations du terme nymphe, depuis la Grèce antique déjà, est un terme qui vient sexualiser les jeunes filles. En France, ce sera ce sens sexualisé qui va rester le plus important. On a même le poète Pierre de Ronsard qui déclarera « Petite nymphe folâtre, nymphette que j'idolâtre ». Et c'est un poème qui sera très apprécié dans la culture nymphette, mettant en scène Ronsard écrivant un poème d'amour à une fille bien plus jeune que lui. La figure de la nymphe comme jeune fille sexualisée date donc d'il y a vraiment très longtemps. Oui. Mais ce qui a permis de lui faire son entrée dans la culture moderne, c'est le roman Lolita, écrit par Vladimir Nabokov en 1955. Le roman suit l'histoire de Humbert Humbert, un homme d'une quarantaine d'années qui se dit nympholepte. Nympholepte, ça signifie qu'il est attiré par des nymphètes. Et ce qu'il appelle des nymphètes, ce sont des préadolescentes. Donc des jeunes filles qui sont sur le point d'avoir leur puberté. Le roman Lolita tourne donc autour de ce Humbert, un professeur de français qui tombe amoureux d'une jeune fille qui Après, moi, ça m'inquiète ce genre de relation. C'est comme ça que tu te retrouves avec des affaires de... Comment il s'appelait déjà, là le mec de Trash, là, récemment, qui se fait cancel. Enfin, tu vois que c'est ce genre d'ambiance. S'appelle Dolores Haze, qu'il va surnommer Dolly ou Lolita. Dolores Haze a alors 13 ans. Il se marie avec la mère de Dolores. La mère va mourir, donc il devient le seul parent de la jeune fille dont il va abuser sexuellement. Wow. Mais à travers les yeux de Humbert, ce n'est pas de l'abus, car il voit en Dolores une jeune fille aiguicheuse, volontairement subversive et qui aime attirer les hommes plus vieux qu'elle. Depuis les années 50, les termes nymphes... C'est triste, en vrai. Moi, je trouve que ce qui est horrible dans une description comme celle-ci, c'est que... Mais comme dans la bouche de beaucoup d'hommes, et ça m'énerve en fait, ils se rendent pas compte que c'est pas une femme. Quand on parle d'une jeune fille comme ça, c'est pas une femme qui a eu le temps d'expérimenter et de savoir ce qu'elle veut. Le mec, il va te dire, oui, regardez, elle a ce penchant à attirer des hommes plus vieux et tout ça. Bah oui, mais tu es un homme plus vieux et tu t'es rendu face à elle. Elle a pas eu 30 000 expériences non plus. Elle a eu cette expérience-là. Mais ça la détermine pas, elle est jeune. Elle en aura d'autres des expériences. En fait, des fois, les mecs, ils oublient toute la notion d'expérience, de développement des goûts, Vraiment, en fait, la femme n'a pas d'âge. La femme n'a pas d'âge. Elle a 15-16 ans. Elle est déjà totalement... Selon moi, elle devrait être déjà totalement consciente du type de mec qu'elle attire et tout, quoi. Il a vu ce qu'il avait envie de voir. Mais non, mais surtout, il refuse de voir la construction de la meuf.
Mais c'est cette idée, en fait, ça rejoint cette idée sous-jacente que la fille, de toute façon, quand elle est mignonne, elle obtient ce qu'elle veut. Donc en fait, tu ne lui considères pas un passé affectif ou un passé sexuel. Tu considères que elle est cet archétype de meuf qui est mignonne et qui peut avoir tout ce qu'elle veut, et donc, en libre conscience, elle fait des choix de qui elle attire et tout ça. Oui, ils s'en branlent, ils veulent juste se la faire. Oui, mais je parle plus de quand ils justifient de l'avoir fait, moi. Ils le savent pas, ils sont juste pas rationnels, ces types. Oui, bah oui. Bref. Et Lolita sont donc venues définir les jeunes filles prépubères qui se sexualisent elles-mêmes pour attirer des hommes adultes. Depuis la sortie du livre de Vladimir Nabokov, le thème de la Lolita Ils veulent être dominants. Bah oui, mais ça, j'ai rien contre. Dans le sens où il y a des meufs qui aiment bien être dominées. Enfin, il faut partir de ce principe-là. BDSM, il y a même plus de meufs qui veulent être dominées que de mecs dominants en général. Donc bon, voilà. Mais là, on parle vraiment de ce truc BDSM. Mais dans le sens où c'est en plein consentement, moi, je questionne pas le fait que ça peut être sain, en fait. Ça peut paraître bizarre de l'extérieur, mais moi, je tiens toujours ce truc vis-à-vis des gens dans le BDSM, c'est que c'est parfois mieux que ça soit des gens qui aient expérimenté leur fantasme et qui, du coup, ont un rapport beaucoup plus réel et réaliste à ce qu'est le désir sexuel, plutôt que quelqu'un qui fantasme en secret certaines choses et qui ne le montre pas. Moi, je trouve que des fois, c'est un peu plus sain. Parce qu'un mec qui expérimente ce qu'est la domination, c'est pas un mec culture du viol qui va forcément du jour au lendemain te faire une crasse parce qu'il avait envie de faire du sale ce soir-là. Alors qu'un mec qui t'annonce que ce qu'il aime c'est faire du sale et que c'est tout, c'est son mode de vie et tout ça, bah libre à toi. Tu sais à quoi t'attendre. Et le mec sait très bien que quand il te le propose, c'est parce qu'il a conscience que ça fonctionne par consentement. Donc je préfère, des fois je trouve ça plus sain en fait. Comment juger, lol? Bah, moi, je juge pas trop, parce que je vois comment certains individus peuvent être équilibrés au travers de pratiques comme celle-ci. Voilà, c'est mon avis un peu. Genre Damso, mais non, pas Damso. à apparaître un peu partout. On la retrouve dans des musiques, avec en France Serge Gainsbourg, Céline Dion, mais aussi Mylène Farmer et Alizée. Il y a aussi le rapeplay là-dedans, mais le rapeplay, bien sûr, ça pose des questions. Bien sûr que ça pose des questions profondes. Mais rappelle que quand ça se fait dans un cadre où il y a une meuf qui est consentante et qui en a envie et que le mec le fait, ben, désolé, mais on est encore dans une méta où le consentement existe en fait. Quand bien même on parle de rapeplay. C'est ça, enfin, j'ai pas envie de rentrer dans le truc. C'est quoi? Bah, c'est l'idée que la meuf n'a pas le choix et qu'elle se fait prendre par surprise. Enfin, bref. Vous faites beaucoup trop au courant. Mais les gens, je suis une queer des jeunes. Bien sûr que je suis au courant de ces choses-là. Je le cache pas. Je vous en parle. Justement, j'essaye d'avoir une profondeur un peu sur ce que c'est. C'est mieux quand même que de se faire des idées un peu. Moi, quand il y a un truc qui me questionne, j'aime bien creuser un peu pour comprendre. C'est pour ça aussi que des fois, je regarde des trucs Feld Up, True Crime et tout ça, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça pose des questions sur des comportements humains, en fait. J'aime bien. Et comme ça, je j'ai pas juste des avis arrêtés sur les choses. Je préfère être comme ça dans la vie. Désolé, mais... T'as pensé quoi de Twilight de ContraPoint? C'est assez intéressant, mais un peu bandeur vers la fin. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu les dernières de ContraPoint. Il y en a 2 que j'ai pas vu. Mais là, récemment, j'ai recommandé à Vieux Man de regarder ContraPoint. Il avait jamais vu. Je lui ai dit, ah, mais franchement, tu me parles de vidéos essais sur Internet, c'est elle la reine. Hein. C'est elle qui a lancé un peu tout le breadtube et tout ça, quoi. La dernière de ContraPoint parle de ça un peu. Ok. Bref. En fait, dans le BDSM, les rapports de domination sont discutés d'avance et consentis plutôt que sous-jacents. Oui. Et puis surtout, c'est un terrain d'expérimentation. C'est-à-dire que des fois, tu vas tomber sur des gens qui se lancent dans ce truc-là et qui finalement vont se dire, mais qu'est-ce qui m'a appris de, je sais pas moi, vouloir devenir une espèce d'esclave, là, ou contrat, et de vivre pendant 1 mois chez un vieux mec, et en fait, je me rends compte que ce mec-là, au début, le fantasme m'attirait, mais c'est juste c'est un vieux porc pervers, ça me casse les couilles, mais elle a la liberté de partir, cette personne. Elle a fait une expérience de vie, elle le regrette pas forcément. Peut-être que dans les détails pratiques, au bout d'un moment, c'est ce qui l'a fait décider de partir. Mais en tant qu'expérience de vie, c'est plutôt constructif. Plutôt que d'en rester au fantasme inassouvi. Le fantasme, en fait, la dimension du fantasme, elle est toujours dangereuse, en fait. C'est comme ça que tu te retrouves avec des mecs qui se branlent 15 fois par jour. Et vu qu'ils expérimentent pas. Leur tête est envahie par ça. Alors que sincèrement, s'ils expérimentent, ils se sentent un peu libérés.
ils passent moins de temps à se branler, en fait. Parce qu'ils ont une expérience plus concrète de tout ça. Voire même, des fois, ça les refroidit sur certaines choses qu'ils pensaient être stylées. Genre, je sais pas, moi. Regardez, c'est simple, hein. Je vais vous prendre un truc pratique très simple. C'est fascinant, ça, chez les mecs un peu incels. Pour eux, le cul, il faut être une brute au lit. T'es là, genre, waouh, faut envoyer des grands coups de queue. Puis après, ils se rendent compte qu'il faut quand même un peu de cardio, quoi. C'est de la muscu, un peu. C'est un peu chiant. Et d'un coup, ils sont en mode, ah ouais, oh non, faire du sale, c'est chiant. Ah ouais, c'est chiant. Bah oui, tu transpires, t'es con ou quoi? C'est du sport, c'est ton corps qui bouge. Voilà, mais quand je parle de rapport réel au fantasme, c'est ça dont je parle. C'est le fait que la pratique permet aussi de sortir de certains imaginaires, en fait. Merci, Echoes. Donc j'ai le même rapport au BDSM. De la même manière qu'un incel qui se rend compte qu'il faut du cardio pour baiser, en fait. Et que c'est pas juste une image de tous les hommes sont capables de faire du sale. Non, c'est... Donne-en toi les moyens, je sais pas, bref. C'est vrai que ça crie plus quand on y va fort, pardon. C'est ça que les jouets carrient. Le BDSM mainstream, c'est tellement cursed. Oui, voilà, en fait, à la limite, le truc mainstream me gêne plus. Des boomers qui fantasment Gaspard Noé et Sade et la techno Berghain de merde. Oui, voilà. Voilà. Ah, moi, j'avoue que... Comment dire, l'univers BDSM, je l'ai connu au travers du queer. Donc, bon, forcément, je vous avoue que je suis pas tombé sur les munch... les meules... les... Comment on dit déjà? Mulch? Les munch? Mush? Les trucs avec les hétéros, là? Un peu cringe. Bon, bref. On aura diverses adaptations cinématographiques, avec notamment celle de Stanley Kubrick, qui sera la plus célèbre, datant de 1962. Le personnage de Dolores Haze est joué par Sue Lyon, qui à l'époque avait seulement 14 ans. Sur l'affiche, elle a les lèvres rouges et une sucette dans la bouche, ce qui est une composition dans laquelle elle est clairement sexuelle. Putain, ça me rappelle ça me rappelle l'actrice de Léon, qui a grandi et qui expliquait que elle était trop heureuse de jouer comme ça dans un film quand elle était enfant. Et quand elle a reçu ses premières lettres de fans, c'était que des trucs pédos. Oui, Portman, ouais. C'est que des trucs pédos. Ouais, le bad, un peu. On retrouve En même temps, le film la sexualise quand même. Hein. Fameuses lunettes de soleil en forme de cœur, qui sont vraiment l'accessoire phare du style coquette et nymphette. Lors de sa sortie, le film a bien sûr fait polémique, mais en même temps, il a vraiment marqué son époque. Mais pas moins d'une 50aine d'années plus tard, le mouvement nymphette sur Tumblr se revendique lui-même être inspiré par le film et le roman Lolita. Oh putain, ok. Les jeunes filles qui étaient dans cette communauté étaient persuadées que Lolita souhaitait aiguicher le mari de sa mère et qu'elle cherchait délibérément à séduire un homme plus vieux. Bah oui, mais en même temps, moi la question que je me pose au-delà de tout ça, c'est que pourquoi, pour certaines meufs, même des fois des meufs qui ont été abusées ou qui ont vécu des bails sombres, porter cette esthétique-là, c'est une réappropriation aussi. C'est une conscience, en pleine conscience de ce jeu de désir vis-à-vis de certains hommes et tout ça. Genre je veux dire, c'est comme dans King Kong Theory, quoi. C'est le rapport à la prostitution ou des choses comme ça. Le personnage de Dolores est alors presque une icône et surtout une source d'inspiration. Mouais. Mais non, mais pourquoi mouais? En fait, pourquoi En fait, la question que je pose, c'est... Vous croyez vraiment que une meuf qui a été abusée ou qui a été sexualisée et qui lui est arrivé des trucs, vous pensez que sa féminité s'arrête là? En fait, c'est la question que je pose. Vous pensez que l'histoire de son rapport à la féminité s'arrête à partir du moment où cette sexualisation lui a fait vivre des trucs pas ouf? Bah non. Non, des fois, il y a même un rapport exacerbé, puisque elle porte les stigmates de choses qu'elle a vécues. Elle aime bien le retranscrire aussi. Le délire de revivre ses traumas par le play, c'est douteux. Ouah, je sais pas, c'est plus complexe que ça chez l'être humain de juste dire que c'est douteux. C'est sûr que ça amène sur des terrains un peu complexes de l'humain. Mais je suis désolé, genre c'est... Je sais pas moi, c'est comme dire que on peut pas comprendre qu'un gamin qui a grandi dans un pays en guerre soit un peu bagarreur. Genre, on va dire, il revit ses traumas,
Syndrome de la victime. C'est comme dire que Danny est devenu le Raptor, quoi. Enfin, des fois, c'est un peu genre... Bon, bref. Faut doser un peu. Inspiration pour devenir soi-même une nymphette. Il y a cette volonté de s'en remettre à un homme plus vieux, plus expérimenté, qui fera figure à la fois d'amant et à la fois de figure parentale. Sur Tumblr, on pourra retrouver une quantité astronomique de blogs. Oui, ce dont je parle, c'est pas revivre. C'est plutôt reprendre en main. Ces meufs-là, elles veulent pas spécialement revivre un viol, en fait. Hein. Elles veulent pas revivre un viol. Par contre, en fait, c'est... Comment dire ? Une esthétique, c'est forcément des fois un truc pour s'inscrire sur un marché sexuel. Hein. Sexuel et affectif. Une certaine esthétique, mais surtout pour les meufs. Hein. Une certaine esthétique amène à être perçue et complimentée et désirée par certains types de personnes. Merci, Pirate. C'est pour ça que je disais que c'est très botomisant comme esthétique. Mais dans ce sens-là, on peut l'accepter. C'est une sexualité d'être hyper bottom et d'avoir envie d'être une pillow princess avec un mec plus âgé. Bah voilà, c'est une sexualité. Genre, je suis qui pour juger C'est une façon de vivre avec ses traumas. Oui, mais c'est trop réducteur de dire que ça n'est que ça, quoi. Ça pose... En fait, moi, ça m'énerve. Ça, c'est un discours du féminisme, il faut se calmer. C'est un discours un peu pro-femme, même. Genre, au bout d'un moment, c'est pas... les femmes sont pas juste des petites choses traumatisées qui vivent avec leurs traumas, quoi. Genre, elles les subliment aussi. Elles se posent pas qu'en victime, en fait. Genre, quand c'est BDSM, il y a un cadre avec des safe words, c'est contrôlé, c'est pas censé réveiller un PTSD. Ah bah si, ça peut réveiller un PTSD, quand bien même c'est contrôlé. C'est comme dire, c'est comme dire, tu as grandi dans un pays en guerre, tu joues à Counter-Strike, et d'un coup, t'as un PTSD de quand t'étais enfant et que c'était un pays en guerre. Là, t'es en train de me dire, c'est pas censé arriver parce que c'est un jeu vidéo. Bah si, vu que le jeu vidéo offre les conditions qui permettent de réveiller certaines choses. Bah oui. Mais en même temps, est-ce que c'est pas cathartique, des fois, de faire l'expérience de réveiller certaines choses ? C'est comme ça qu'on en apprend plus sur soi, hein, des fois. Le monde, c'est pas juste être heureux, hein, c'est se connaître. Avant tout, c'est apprendre à se connaître, quoi. Savoir vivre avec soi-même. Et ça demande de vivre avec les mauvais aspects. Donc des fois, de les réveiller un peu, quoi. C'est se connaître, quoi, bref. Partager ce fantasme au travers d'images esthétiques, de gifs ou de citations sur le sujet. On peut trouver facilement des guides pour être nymphette et même des conseils pour séduire des hommes plus vieux. Tumblr, c'était aussi bien sûr Lana Del Rey, avec ses chansons qui parlaient avec mélancolie de l'amour et parfois romantisaient un peu les relations toxiques. Plusieurs de ces chansons font directement référence à la nymphette, avec le son Lolita, ou alors Off the Races, qui contient la première phrase du roman de Vladimir Nabokov, Lolita, Light of my life, Fire of my loins. Pour les utilisatrices, le style vestimentaire était déjà une grande préoccupation. Et sur le sujet, il y a un peu deux écoles. D'un côté, on a celle de la vamp, avec une inspiration de la femme fatale hollywoodienne. Donc l'idée, c'est de faire plus âgé qu'on ne l'est en réalité. Et de l'autre côté, on avait la nymphette coquette, qui reprenait des vêtements volontairement enfantins. Donc souvent des jupes super courtes, des robes en forme de nuisette, des chaussettes avec de la dentelle dessus, des rubans et des motifs fleuris. Comme vous pouvez le constater, ça ressemble beaucoup à la coquette de TikTok. Mais sur Tumblr, le contenu était nettement plus tendancieux et sexuel, et pour des raisons Putain, mais moi j'ai pas connu Tumblr, je me rends pas compte. J'ai l'impression que c'est un site de photos. J'ai pas l'impression que c'est un site avec des tendances de forums et tout. évidentes, je ne vais pas vous montrer ce contenu. Les bourgeois qui utilisent les traumas comme minority card, oh là là. Ah, j'aime qu'on en arrive sur ces sujets, parce que ça c'est vrai. La recherche du trauma et de la street cred qui va avec, la street cred, puis distinction de classe, puis justification de la domination. Bah oui. Moi désolé, mais moi je vous aime les pipous queer. Mais quand sur Twitter vous avez des bios interminables qui parlent de vos problèmes de neuroatypiques, de la distinction. Je me pose un peu des questions toujours. Et après c'est de la trend, hein. Il y en a plein qui le font et voilà. Au bout d'un moment, faut se questionner un peu. Le concernisme vous tuera, hein, de toute façon, hein. C'est ça le problème. Hein. Je pense que là, je pense que dans tous les changements politiques, dans tous les changements, les transformations de la gauche politiquement qu'il y a actuellement sur Internet et tout ça, moi je pense qu'une des maximes de ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est précisément le concernisme pourrait vous tuer. Faites attention, hein. La méta change en fait. Parce que justement pour faire peuple de tout bois,
peuple politique et tout ça, bah, au bout d'un moment, tu sors du concernisme. Le concernisme, il est forcément lié à un truc de citadelle assiégée. Après, cette critique, elle a des limites. Bien sûr que les concernés, c'est important. Moi, je suis pas contre les espaces mixtes, les trucs comme ça. Il y a les espaces en non-mixité et tout ça. Pas compris le concernisme. Le concernisme, c'est quand vraiment tu réduis la parole, l'activisme et la production de réflexion intellectuelle à un groupe de personnes concernées. C'est quand tu pars toujours de ce principe-là. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, je sais pas, en fait, c'est comme partir du principe que, moi, par exemple, la Gannerie, c'est pas non plus le mec, je suce pas toutes ses takes. Mais quand la Gannerie parle de la police, bah, c'est un petit blanc gay des beaux quartiers de Paris, certes. Mais il est pas bête non plus sur la police. Il arrive à tenir un discours, il est cohérent. Bah, par une logique concernisme, tu pourrais envoyer balader la parole de la Gannerie parce qu'il n'est pas ce dont il parle. Voilà. Et le problème du concernisme, bah, c'est que c'est un manque d'esprit critique aussi par rapport au discours qu'on a. C'est-à-dire, moi, je suis désolé, le concernisme... Enfin, quand t'as envie de faire de l'antiracisme et que t'es un LGBT, et que du coup, t'as envie d'aller dans le concernisme et d'avoir face à toi des Noirs ou des Arabes qui t'expliquent leur expérience de ce que c'est la police, le racisme et tout ça. Ok, c'est bien, c'est constructif. Mais ça veut pas dire que le premier Noir ou Arabe que t'auras devant toi qui te parle de ça, il est pas matricé par certaines choses que tu dois quand même de repérer. Donc tu dois aller au-delà de ça, tu dois te construire. Tu dois te construire politiquement pour être efficace. Si c'est ton but. Mais voilà, le concernisme a ses limites. Et le concernisme pourrait vous tuer. Le concernisme, ça bloque un peu le soutien. Genre, le concept, c'est aussi que tout le monde s'approprie les concepts. Oui, puis moi, ce que j'aime pas non plus dans le concernisme, c'est le fétichisme sous-jacent. Je veux dire, Clochec, elle en a parlé vis-à-vis des queers et de leur rapport aux trans. Mais c'est pareil avec les collectifs LGBT et leur rapport à l'antiracisme. Quand tu vois que ça veut faire des marches, des marches de la fierté dans les banlieues ou des choses comme ça, moi, je vois le rapport un peu fétichiste. C'est ce dont je me méfie. Après, je trouve pas que c'est très grave. Je trouve que c'est une évolution de la société avec des imperfections, mais on verra les fruits que ça donne au bout d'un moment. Mais bien évidemment que le concernisme suggère une forme de fétichisme. La fétichisation de la douleur du concerné. Je vois pas le rapport avec les troubles mentaux. Bah parce que c'est une niche du concernisme. Le côté neuroatypique et tout ça, c'est une niche du concernisme. En fait, moi, je sais pas. Moi, je vois les choses avec beaucoup plus de fluidité. Même dans la matière de la neuroatypie et tout ça. Je veux dire, si on veut avoir une position anti-psy, alors on se doit de critiquer les cases en elles-mêmes. Pas forcément le fait d'être neuroatypique et de s'en donner plein d'autres de cases. Il faut questionner le fait que dans nos états mentaux, on est fluide. Et que des fois, les états mentaux, ils dépendent pas d'une sorte de catégorisation qui s'extrait d'un milieu. On doit interroger la société dans laquelle on vit, on doit interroger le milieu dans lequel on traîne. Le côté anti-psy, il est là, en fait. Mais donc, voilà. En fait, moi, je trouve que les cases, c'est très bien pour se repérer. C'est très bien pour essayer de faire communauté aussi, des fois. Genre, moi, je le dis, j'ai tendance à dire que je suis TDA. Parce que c'est vrai que ça a l'air d'être le truc qui me correspond un peu. Ça se voit que j'ai des fonctionnements comme ça. Mais en même temps, je veux dire, je vais pas écrire que je suis TDA partout, quoi. Et je vais pas parler en tant que concerné du TDA. Même si c'est rigolo de le faire. C'est des golemons qui pensent ça. Mais les gens, le concernisme à gauche, c'est quand même un sacré truc, hein. Mais ça change, c'est en train de changer. Justement, c'est bien. En fait, ça change pour le meilleur. Ça change pour le meilleur. C'est ce qui fait que bah là, pour des manifs Palestine, t'as de tout. T'as tout le monde, t'as plein de gens qui viennent aux manifs, t'as plein de gens différents. Même aux États-Unis. C'est pour ça que tu te retrouves avec des dernières des assauts queer qui sortent avec un drapeau palestinien. Parce que les luttes sont consubstantielles, en fait. Les cases, c'est un peu un prétexte au début, et après on approfondit. Oui, voilà, je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Moi, je trouve que les cases, c'est un bon tremplin, en fait. Ça permet de se repérer. C'est des manières de se repérer. Et puis ensuite, quand tu pousses la réflexion, tu te rends compte à quel point les choses sont fluides, en fait, sont mouvantes. Même vis-à-vis du genre. Moi, j'estime que le rapport au genre, il est très complexe. Moi, par exemple, je suis une femme trans. Mais il y a des moments où, d'un coup, il y a quelque chose dans ma vie qui va faire que je vais être attiré par de la féminité, ou voire expérimenter de l'hyperféminité. Et puis après, d'un coup, je vais être dans un mood où je suis en mode, waouh, j'ai envie d'être un
un peu un garçon manqué, quoi. J'ai envie de traîner dehors, là, avec mes sapes un peu amples, ça me rassure. Enfin, c'est plein de... C'est mouvant, en fait, ce rapport-là. Et le fait de le savoir comme mouvant et d'expérimenter cette mouvance, moi, je trouve que c'est un truc, comme dit Mélenchon, c'est un rapport très humaniste. C'est une liberté fondamentale. C'est une liberté incroyable. Peut-être que c'est quand même pertinent le concernisme pour les luttes antiracistes. Mais en fait, c'est pertinent. Ça reste toujours pertinent, le concernisme. Mais ça doit pas être une doctrine. Ça doit être un outil, le concernisme. Ça doit être un outil. Ça doit être un truc où on est lucide quand on fait, je sais pas moi, une œuvre artistique, un discours politique. Quand on fait des choses comme ça, bah, il faut avoir une part de concernisme. Il faut avoir pu parler et avoir conscience de qui on parle et de cette parole-là. Parce que sinon, c'est un problème. Mais par contre, ça ne veut pas dire que la pensée s'arrête au rapport concerniste. Ça ne veut pas dire que ta pensée d'un problème s'arrête au simple fait de pouvoir être en connexion avec des gens qui vivent ce problème. Sinon, comment tu fais, en fait, pour penser? Enfin, je veux dire, regardez, en ce moment, on écoute... comment il s'appelle, là Badi. Bertrand Badi qui parle du Moyen-Orient et tout ça. Mais Bertrand Badi n'habite pas le Moyen-Orient. Il n'est pas constamment avec les concernés de la politique au Moyen-Orient. Il est en lien avec certaines personnes, certes, mais ça reste un Européen, bien de chez nous, prof, et c'est pas pour autant que c'est pas un mec hyper calé sur le sujet. Enfin, c'est... Bref. Après, c'est bien le concernisme, c'est bien d'expérimenter soi-même et tout ça, voilà, mais... Bref. On n'empêche pas les concernés de parler, ils seront là de toute façon. Oui, mais en fait, pour moi, l'évolution méta de la gauche, c'est que de toute façon, le concernisme va finir par disparaître à partir du moment où on arrive à créer des convergences politiques qui font que les gens qui avaient besoin de se positionner comme concernés pour être audibles finissent par être dans un grand tout politique. C'est un peu ce qui se passe sur des tas de luttes. Avec la jonction des luttes antiracistes, de la question de la Palestine et tout ça, on voit bien qu'il y a plein de sensibilités. Moi, je veux dire, désolé, mais c'est aussi ce dont je suis fier pour Dany Raz et tout ça. C'est quand, par exemple, dans leur public, on voit la jonction des affects. Quand tu vois que, je sais pas, t'as des gens, ils vont se revendiquer des soulèvements de la terre et en même temps des luttes antiracistes et en même temps, tu vas les croiser et tu vas te dire, ah, mais il a un style de PD, en fait, lui. Enfin, c'est ça, c'est cet imaginaire-là, en fait. Au bout d'un moment, le concernisme les tuera parce que le concernisme est en train de mourir dans l'œuf. À partir du moment où on arrive à créer une conscience de gauche commune, des esprits de gauche capables d'avoir des outils d'analyse sur tous les sujets à la fois. Ok, de qui tu parles, NDR? Non, je parle de personne, je parle de ce que je constate un peu, enfin, je fais une image un peu. Et du coup, Badi, il dit quoi sur le BDSM? C'est pas son sujet, mais bref. Faut garder souci de conserver la parole des concernés, mais faut pas le sanctifier. Oui, voilà. C'est au moins aussi ridicule. Voilà, ne sanctifiez pas la parole des concernés, s'il vous plaît, en fait. C'est de la formation politique, la parole des concernés. Mais au bout d'un moment, voilà. Oui, voilà, et c'est un discours d'une pauvreté. Et moi, ça me fait rire, quoi, parce que quand tu vois sur Internet que certaines personnes partent du concernisme pour précisément former leur espèce d'élitisme politique, ça me fascine, en fait. Ça me fascine. Comme si la pensée s'arrêtait à cette espèce d'élitisme du concernisme. Mais c'est pas parce que tu traînes avec... c'est pas parce que t'as un ami noir qui peut te raconter ce qu'il a vécu en banlieue que ça y est, t'es basé sur le sujet, quoi. Bref. On a tellement fait l'inverse qu'on force dans ce sens. Bah oui, à la limite, je peux comprendre. Le fait de... En fait, le concernisme, au moins, a fait que des gens ont été se parler. En matière de féminisme, ça a fait que des hommes, notamment, ont été écoutés des femmes. Qui ont pu leur expliquer ce que c'est, en fait. Et ça fait avancer la société. Mais au bout d'un moment, l'horizon, c'est pas le concernisme, précisément parce que le concernisme témoigne et produit, parfois, des frontières entre les groupes sociaux. Alors que précisément, faire humanité, c'est au bout d'un moment que les groupes sociaux peuvent sauter aussi. Dans la conscience politique. Bref. L'intersectionnalité est une impasse. Oui, après, là, je suis un peu... Quand je commence à dire ça, il y a encore du temps pour que ça soit une impasse. Hein. On est encore dans une situation où c'est très, très important. Enfin, c'est très utile.
le concernisme, l'intersectionnalité et tout ça. Mais c'est sûr que dans un imaginaire politique, au bout d'un moment, il faut savoir faire des propositions qui impliquent toutes ces choses à la fois. C'est un outil, pas une fin, oui. Bref. Bon, du coup, je me suis éloigné de qui a été produit par des personnes mineures elles-mêmes. Selon le chercheur en sociologie Alexander Maria Leroy, le roman Lolita a introduit dans l'imaginaire collectif le fantasme de l'adolescente fatale. Il explique que le roman a contribué à rendre plus socialement acceptables les rapports sexuels et d'emprise Léon, oui. sur des jeunes enfants. C'est un phénomène social qui pose véritablement problème, car il ouvre la porte à des violences sexuelles. Surtout quand de très jeunes filles l'ont tellement internalisé que déjà à 11 ans, elles se retrouvent à s'approprier des attributs sexuels et à se rendre désirables auprès des adultes sans être capables de comprendre tout ce que ça implique réellement. Ouais, ça pose problème, mais après, c'est l'histoire de tellement de meufs. À l'heure actuelle, Quand tu commences à tâtonner au collège, les tenues que tu portes et tout, là. Nombreuses personnes témoignent de cette période sur Tumblr. Certaines d'entre elles le qualifient même de traumatisme, car même en grandissant, elles ont eu du mal à se libérer de ça. Elles étaient piégées dans cette conception malsaine de la relation entre l'enfant et l'adulte, et certaines d'entre elles expliquent que même aujourd'hui, elles ne s'en sont pas tout à fait remises. Oui, puis au-delà du fantasme, j'imagine que tu te sens comme une merde au bout d'un moment. Enfin, c'est bien, mais c'est encore le truc de concrétiser les fantasmes, hein. C'est qu'au moins, ces meufs-là, bon, elles sont peut-être tombées sur un gars qui fait cette esthétique-là, puis elles se sont rendues compte que quand même, être des gamines au bras d'un mec un peu con, c'est pas non plus le truc le plus ouf au monde, quoi. Envie de faire sa vie, envie d'être indépendant, envie de... Voilà, quoi. On est donc sur une communauté internet... En fait, il testait les fringues de sa daronne en cachette à 12 ans. Alors non, c'était pas ma daronne, c'était ma grande sœur. Son esthétique... Ma daronne, elle a jamais été très féminine. Par contre, ma grande sœur, c'est une punk à base de gros talons, punk à crête et tout ça. Beaucoup de vêtements, voilà quoi. qui sont potentiellement dangereuses. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Le mouvement Nymphet a connu un pic de popularité entre 2014 et 2018. À la fin de l'année 2018, la plateforme Tumblr va prendre une décision qui va tout changer. Elle va supprimer tout le contenu pornographique et tendancieux sur son réseau. Okay. Par la même occasion, elle rend inaccessible tout un tas de hashtags, dont celui de Nymphet. Donc là, dans la communauté Nymphet, c'est un peu la panique. Déjà, il faut savoir que dans la communauté elle-même, il y avait beaucoup de membres qui appréciaient la culture et le style vestimentaire Nymphet, sans pour autant apprécier tout l'aspect malsain et sexuel de l'esthétique. Bah oui, voilà, moi je suis sûr qu'il y a des meufs qui ont pleine conscience, qui savent ce qu'elles font, quoi. Ces personnes vont vouloir faire renaître de leurs cendres leur communauté, tout en laissant derrière tout le contenu dangereux et nuisible. Donc là, il faut que vous vous imaginiez 10 adolescentes dans une même conversation qui réfléchissent à fond pour trouver un nouveau nom à leur communauté. Un nom qui laverait complètement leur image et qui leur permettrait de repartir sur des bases plus saines. Vous l'aurez compris, c'est le terme coquette qui a été choisi. Okay. Au début, c'était seulement 3 personnes qui spammaient ce hashtag sur Tumblr, puis sur Instagram, jusqu'à ce que ça devienne un gigantesque phénomène sur TikTok. Mais avec l'avènement de TikTok, le hashtag Nymphet refait surface. D'un côté, on a des utilisateurs qui apprécient juste s'habiller comme des petites filles pour l'esthétique, et certains... Ouah, ça me fait bader. En fait, je m'imaginais pas qu'il y avait autant un lien avec le truc Lolita, là. Mais ouais, cette image où il y a le bouquin, ouais, bon. Et on a des utilisateurs qui apprécient juste s'habiller comme des petites filles pour l'esthétique, et certains influenceurs se battent pour retirer cette connotation sexuelle de leur mouvement. Et de l'autre côté, il y a la continuité de ce qui s'est passé sur Tumblr il y a presque 10 ans. Et franchement, ça fait un peu froid dans le dos. Surtout quand on connaît le nombre délirant de pédophiles sur ce réseau. Bah oui. Même si le mouvement coquette est aujourd'hui fun et inoffensif pour beaucoup de personnes, je pense qu'il est important de ne pas oublier d'où est-ce que ça vient. Quand on s'intéresse à un mouvement esthétique, social, politique, peu importe, il faut toujours avoir conscience de tout ce qui caractérise ce mouvement. Donc faites attention à vous et faites attention aux gens autour de vous.
Cette vidéo était super intéressante à faire pour moi parce que j'ai vraiment dû fouiller sur internet et aller dans les tréfonds de Tumblr pour essayer de retrouver des trucs. Et la recherche sur les mouvements internet, c'est franchement passionnant. D'ailleurs, si vous avez envie que je me penche sur une esthétique ou un sujet en particulier, n'hésitez surtout pas à me le proposer en commentaire. Je vous dis à très bientôt ou à tout de suite si vous regardez une autre de mes vidéos. Putain, elle veut que je regarde